Beaucoup, mesdames. Je vous invite à reprendre place et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez descendre de scène avec notre première table ronde de la journée. On va prendre la direction de l'espace et on va parler de satellites. Là, vous vous dites, mais il a complètement craqué. Quel rapport avec l'océan? Eh ben, c'est Mathieu Novak, rédacteur en chef de Sciences Avenir, qui va modérer la table ronde, vous en dire un petit peu plus aux côtés de ses intervenants. Pierre-Yves Le Traon, Mathias Rénal et en visio depuis Toulouse, Thierry Lafont. Messieurs, c'est à vous. On peut les applaudir. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux en cette heure matinale. Bienvenue à Grand Océan. Donc, j'ai Mathieu Novak, je suis le rédacteur en chef de Sciences et Avenir, la recherche, et j'ai le plaisir de modérer cette première table ronde. Alors, on part, dès le matin, on va aller dans l'espace. Alors, ça peut paraître curieux de se dire on parle de proximité de la mer et d'aller dans l'espace, mais comme on l'a vu hier, la question, c'est que la problématique, c'est que c'est un seul océan. Donc, on est sur une échelle très, très grande. Donc, pour bien voir cette échelle très grande, il faut prendre de la hauteur. Donc, c'est pour ça que même si on a des réseaux absolument extraordinaires de bouées pour recueillir des données, cette hauteur ne peut nous être montrée que par les satellites. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'innovations. Donc, on aura le plaisir aujourd'hui de discuter avec Pierre-Yves Le Traon, qui est ici, qui va se présenter tout à l'heure. En visioconférence, il est Thierry Lafont. Il était sur le... Voilà. Bonjour Thierry, vous nous entendez bien? Bonjour. Voilà. Bonjour à tous, je vous entends bien. Voilà, qui a suivi des programmes de satellites durant toute sa carrière, et Mathias Rénal qui prend un peu sa suite. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais pour commencer, je donne tout de suite la parole à Pierre-Yves Le Traon. Donc, vous êtes océanographe, directeur de recherche à l'Ifremer, et vous êtes directeur scientifique de Mercator Océan International. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et vous êtes aussi dans les instances dirigeantes du programme Copernicus. Donc ça fait pas mal de mots qui ne sont pas forcément connus de tout le monde, mais qui sont de première importance pour la connaissance de l'océan. Je vous laisse tout de suite la parole. C'est à vous. Bien. Merci pour cette introduction. Effectivement, alors je sais pas si Ah oui, je vous passe pour les slides. Ça fonctionne. Oui. Donc je suis effectivement Pierre-Yves Le Traon, je suis le directeur scientifique de Mercator Océan International, qui est un centre de prévision des océans qui est à Toulouse et qui est en charge du programme Copernicus pour la partie marine. Et je suis vraiment très, très heureux d'être ici aujourd'hui, là, dans une ville maritime comme Cherbourg, pour parler de l'observation de l'océan, en particulier du rôle des satellites, mais il n'y a pas que les satellites, et de tout ce qui est fait dans le cadre au niveau européen, dans le cadre du programme Copernicus. Comme vous savez, en fait, notre futur dépend en grande partie de l'océan. L'océan a un rôle majeur sur le climat. Il a absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur reçu par la planète en raison de l'augmentation des gaz à effet de serre. Il absorbe environ 25% des émissions anthropiques de gaz carbonique. Donc il subit des pressions majeures. Mais il est aussi en fait une source de nourriture, d'énergie avec le développement des énergies renouvelables également. Et donc cet océan, il a vraiment besoin d'être protégé, suivi sur des bases donc, de connaissances scientifiques pour le gérer de façon durable et faire en sorte qu'il continue à donner tous les services qu'il donne à la société. Alors juste quelques éléments de contexte avant d'entrer dans le vif du sujet sur l'océan, sur le changement climatique. Vous savez tous, donc via et on a une information régulière qui vient des travaux du GIEC sur la caractérisation, la compréhension du changement climatique, de ses impacts, également de ce qu'il faut mettre en place pour réduire, atténuer le changement climatique et s'adapter. Ce que je voulais juste souligner ici en introduction, c'est que depuis le dernier rapport du GIEC, qui date maintenant de 1 ou 2 ans, il y a des suivis réguliers qui sont faits et on est vraiment dans une phase où toutes les alarmes du GIEC se confirment, s'amplifient. Alors vous avez dû voir l'expérience de cet été, de tout ce qui a été traité à la fois sur les records de température qu'on a observés sur la planète et au niveau de l'océan en particulier. On a battu des records mondiaux de la température de surface moyenne des océans, qui a atteint 21 degrés il y a un mois ou deux. Des records également de température dans l'Atlantique Nord, dans la Méditerranée.
et ce qu'on appelle les vagues de chaleur marine, qui sont des périodes pendant de l'ordre d'une semaine. On a vraiment des anomalies de température importantes qui se sont produites dans différentes régions du globe, avec des impacts importants sur les écosystèmes. Tout ça pour bien insister sur le fait qu'il est indispensable, dans ce contexte-là, de mettre en place une surveillance continue et à long terme de la planète. Alors quand je dis à long terme, il faut vraiment que ça soit les aspects changement climatique, les aspects compréhension, adaptation, il faut observer vraiment sur la durée. Alors c'est ce qui est fait au niveau du programme européen Copernicus. Alors Copernicus, c'est un programme phare de l'Union européenne, au même titre que Galileo pour la partie positionnement par satellite. C'est un programme qui vise à mettre en place une surveillance à long terme de la planète. Il a démarré il y a 25 ans, donc les premières discussions, et donc maintenant il est opérationnel depuis une bonne dizaine d'années. Il s'appuie sur les satellites, donc on appelle les satellites... alors justement, on a peut-être une animation. Ah non, elle ne passe pas, désolé. Il y avait une animation, mais ce n'est pas grave, elle ne passe pas. Donc, il s'appuie sur une composante satellite. Il y a aujourd'hui 8 satellites qui volent. Des satellites, on appelle les sentinelles, qui permettent d'observer différents paramètres de l'atmosphère, des terres émergées, des glaces et de l'océan. Et un certain nombre de services en aval de ces observations satellites pour justement transformer ces données satellites en informations sur l'état de l'océan, sur l'état de la planète, qui permettent ensuite donc d'agir et d'informer la société, les politiques ou les usagers de la mer quand il s'agit de la mer. Et donc Mercator Océan, où je travaille, là, est en charge de la partie marine de ce service-là. Donc on met en œuvre tout ce traitement d'information de la donnée sur l'océan. Quelques mots sur les satellites, justement, sur l'observatoire. Et ces satellites qui sont mis en œuvre en particulier dans le programme Copernicus, et on reviendra tout à l'heure sur le satellite SWOT, qui est une innovation technologique importante. L'observation des océans par satellite, donc c'est quelque chose qui a révolutionné notre compréhension, notre suivi de l'océan. Et donc on peut observer aujourd'hui par satellite, et on a des satellites qui nous permettent d'observer à la fois ce qu'on appelle la topographie des océans, qui est liée en fait directement au courant océanique, la température de la mer de surface. On observe via la couleur de l'océan la concentration en phytoplancton, donc qui sont le premier maillon de la chaîne alimentaire, mais également tout ce qui permet de suivre les glaces de mer, donc la banquise, que ce soit la concentration, l'épaisseur, la dérive, les vagues, et puis plus récemment, on observe même la salinité de surface. Ça, c'est basé sur des techniques soit de radar, soit des techniques dites passives, où on mesure un rayonnement naturel émis par la surface ou par la réflexion de la lumière du soleil. Je rappelle, et ça avait été introduit par Mathieu au démarrage, c'est que les données in situ, alors tous ces réseaux de flotteurs profilants qu'on peut avoir, de bouées, etc., restent indispensables, à la fois parce qu'on en a besoin pour calibrer et valider les données satellitaires, mais également pour observer l'intérieur de l'océan. Les satellites ne voient que la surface. Alors juste pour illustrer ici une technique satellitaire qui a vraiment révolutionné notre compréhension de l'océan et qui va se poursuivre avec SWOT. C'est l'altimétrie satellitaire, donc qui permet de mesurer ce que je dis là, la topographie des océans, donc la surface des océans. Et en fait, ce qui est à peu près l'équivalent en météorologie, ça nous permet d'observer les dépressions et les anticyclones de l'océan, tout ce qui se passe au niveau de cette dynamique un peu compliquée de l'océan. Et ce que vous voyez ici, c'est une animation sur 30 ans de mesure, et on voit bien toute la perspective Et vous voyez la carte à gauche, donc en fait, c'est ces anomalies de topographie en centimètres qui sont directement liées au changement de courant marin dans l'océan et des phénomènes climatiques comme le phénomène El Niño que vous pouvez voir de temps en temps, où on a des eaux chaudes qui se déplacent du Pacifique Ouest vers l'Est. Quand vous faites la moyenne de toutes ces données-là, sur tout le globe, vous avez la courbe de droite, et c'est l'augmentation du niveau moyen des mers. Et donc ces techniques-là satellitaires, avec tout le travail qui a été fait par les ingénieurs pour s'assurer de leur qualité et autres, montrent qu'on a cette augmentation aujourd'hui qui est en moyenne de 3 mm par an, qui s'accélère. Donc on a les résultats récents scientifiques montrent qu'elle s'est accélérée. On est maintenant au niveau de plus de 4 mm par an. Et donc c'est une donnée essentielle pour la compréhension de l'évolution de l'océan et du climat. Alors, je vous disais en introduction, les données satellites tout seules, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que ces données-là soient transformées en informations et en connaissances de l'océan pour pouvoir agir sur l'océan. C'est ce qui est fait dans le cadre de la partie marine du programme européen Copernicus. En fait, toutes ces données des satellites dont je viens de parler, mais également des données in situ, comme des données de flotteurs profilants et autres, sont combinées dans des modèles océaniques pour faire ce qu'on appelle la prévision de l'océan.
Et donc aujourd'hui, ça c'est en place de façon opérationnelle depuis une dizaine d'années dans le cadre du programme Copernicus. Vous avez juste ici un exemple. C'est une prévision océanique qui est faite par le Centre Mercator Océan où je suis, hein, donc dans le cadre faite dans le cadre du programme Copernicus, où en fait on a prévu les courants de surface aujourd'hui sur tout le globe, en utilisant toutes ces données des satellites, mais également des données de mesure in situ et puis des modèles. Donc c'est complètement équivalent à la météo que vous connaissez pour l'atmosphère, mais on a ça sur l'océan, et ça renseigne tous les usagers de la mer. Ça permet aussi de bien comprendre de toutes les évolutions qui se passent au niveau de l'océan. Et donc pour terminer juste mon introduction de cette table ronde, en fait, le message important à donner ici, il est essentiel de pérenniser et renforcer le système d'observation de l'océan et de prévision, y compris tous les aspects numériques associés. Donc je vous parlais des modèles, on parlera plus tard, il y aura une intervention plus tard de Pascal Lamy sur le jumeau numérique de l'océan. C'est tous ces outils numériques qui sont en aval. Il faut le faire évoluer pour répondre aux enjeux futurs. Donc on aura la discussion sur SWOT. Coopération internationale indispensable, puisque toutes ces choses-là ne se font pas tout seul. Et l'Europe, le message principal, joue vraiment un rôle majeur dans ces actions. Le programme européen Copernicus, c'est le plus grand fournisseur de données spatiales d'environnement au monde. Les données sont libres et gratuites, accessibles pour tous. Et donc vraiment, c'est une activité et une contribution remarquable de l'Europe pour vraiment protéger et suivre la planète et l'océan. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Donc là... donc ces données, vous dites, elles sont accessibles. On peut aller sur le site et avoir ces prévisions. Tout un chacun peut les obtenir. Tout à fait. Hein. Alors que ce soit les données satellites, que ce soit les prévisions qui sont faites au niveau global, au niveau de bassins comme la Méditerranée et autres, sont disponibles pour tous. D'accord, merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Thierry Lafond, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui est là en visio à distance. Alors Thierry Lafond, vous avez passé l'essentiel de votre carrière au CNES. Vous y étiez depuis 1985. Vous êtes fraîchement retraité, mais nous vous avons invité pour que vous fassiez partager toute votre expérience de l'évolution des satellites, de ce qu'on a envoyé dans le ciel et de ce que ça nous a permis d'obtenir. Je vous laisse la parole. Merci. Tout d'abord, merci de votre invitation. Je pense qu'il est très important aujourd'hui de faire comprendre au grand public l'importance de l'observation satellitaire, évidemment, pour une meilleure connaissance de notre planète. Donc, quelques mots de contexte, effectivement. Il faut savoir, comme disait Pierre Letran, que dans l'observation de la Terre, il faut s'inscrire dans le long terme. Et c'est ce que fait en particulier le CNES depuis 30 ans, plus de 30 ans, et en coopération avec la NASA. Donc, nous avons développé un domaine d'excellence qui est l'altimétrie océanographique, qui nous a permis de telles découvertes comme l'élévation de la caractérisation de l'élévation du niveau des mers, l'observation visuelle de la circulation océanique et phénomènes tels que El Niño. Cette observation, comme le disait Pierre-Yves également, se poursuit aujourd'hui dans un cadre européen, puisqu'il est indispensable que cette observation se poursuive encore sur des décades pour mieux caractériser l'évolution de notre climat. Donc, le rôle des agences, il est très important, évidemment, pour permettre de nouvelles découvertes, améliorer notre connaissance, avoir de nouveaux résultats, de nouvelles données exploitables qui lui peuvent permettre de mieux comprendre les mécanismes. Le CNES et la NASA, en 2008, ont relevé un nouveau défi qui était d'inventer, de développer une nouvelle mission qui puisse dépasser les limites d'observation des satellites altimétriques qui existent depuis, on va dire, Topex Poséidon, 92, les Jason, Jason 1, Jason 2, Jason 3, Sentinel 6 aujourd'hui, les Sentinel 6 qui ont pris le relais dans le cadre de Copernicus. Donc vous voyez que il y a beaucoup de satellites aujourd'hui qui observent les océans et SWOT s'inscrit dans cette lignée. Alors SWOT, c'est un satellite, comme on disait, altimétrique. Ces satellites altimétriques, ils nous permettent d'observer la topographie, c'est-à-dire les creux et les bosses de ces océans qui reflètent grosso modo la circulation de l'eau sur Terre.
Donc, SWOT, pourquoi développer SWOT? Parce que on avait besoin de mieux comprendre ce qui se passait au cœur de l'océan. Les océanographes se sont de tout temps, on se sont dit, bon, ben, effectivement, les satellites altimétriques classiques nous permettent de visualiser la circulation océanique, mais il y a tout un tas de phénomènes qui peuplent cette circulation, des tourbillons, des gyres, des fronts, etc., très énergétiques et qui sont au cœur des échanges entre l'océan et l'atmosphère, le CO2, la chaleur émise par l'homme, mais aussi le transport des nutriments à l'intérieur de l'océan pour mieux comprendre l'écosystème. Donc tout cela, eh bien, il était nécessaire de mieux le visualiser pour dépasser les limites de l'altimétrie actuelle. Même si l'altimétrie actuelle reste évidemment totalement pertinente pour l'observation à long terme. Donc SWOT a franchi un cap en nous permettant d'aller observer les océans, si vous voulez, avec une sorte de lunette 3D, puisque c'est un instrument qui, en quelque sorte, c'est un radar qui va scanner notre planète et les océans, la surface des océans en particulier, sur une bande de 120 km. Donc, il nous donne une image à la fois en 2D et une hauteur. Donc, c'est une sorte de lunette 3D, un zoom 3D, qui aujourd'hui permet de voir les océans avec une résolution bien meilleure que ce que l'on pouvait atteindre jusqu'à présent. Pour vous donner un ordre de grandeur, un facteur 10 en gros sur notre capacité d'observation de ces phénomènes à la surface de l'océan. Donc ça, c'est un maillon extrêmement important pour comprendre les mécanismes qui gèrent cette circulation océanique qui est au cœur évidemment du fonctionnement de notre climat. Alors, évidemment, il y a d'autres compartiments dans SWOT. L'eau douce, bon, aujourd'hui on parle des océans, mais il faut savoir que SWOT est la première mission dédiée à l'observation de l'eau douce sur Terre et à la détermination des stocks d'eau sur Terre. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez formidable. Permettra également de regarder et de mesurer l'évolution des stocks d'eau à la surface de la Terre, les réservoirs, les lacs, les rivières, etc., sur la quasi-totalité de la surface. Donc on va couvrir en gros plus de 90% de l'eau à la surface de la Terre. Donc ça, c'est un volet important. Et le troisième volet, la troisième thématique, qui est aussi une nouveauté essentielle d'ailleurs pour la meilleure connaissance de cette mécanique des océans, c'est le côtier. Les satellites actuels n'arrivent que très difficilement à déterminer ce qui se passe au niveau du côtier pour des raisons liées simplement à la mesure que font ces satellites. Et donc SWOT, grâce à sa nouvelle technologie, les nouveaux instruments embarqués, permettent d'aller observer ce qui se passe sur la frange côtière avec une résolution, là aussi, jamais vue jusqu'à présent, ce qui nous permettra de voir réellement ce qui se passe au plus près du côtier. Et on sait très bien aujourd'hui l'importance de la connaissance de cette circulation côtière, à la fois sur, par exemple, l'érosion de la ligne de côte, tous ces phénomènes violents qui se produisent régulièrement lors des tempêtes, mais également l'interaction entre les grands fleuves et l'océan profond, puisqu'il y a aussi des échanges qui se produisent à ces endroits-là, et du fait de l'élévation du niveau des mers, il y a aussi des phénomènes tels que la salinité de toutes ces zones-là, qui aujourd'hui a des impacts, par exemple, sur l'agriculture. Donc voilà en quelques mots, SWOT, sa mission. C'est une mission qui a été lancée en décembre, donc toute récente. On verra les premiers résultats. Mathias présentera quelques premiers résultats. Je voudrais souligner que cette mission, elle n'a pas vocation de remplacer ce que font les missions actuelles, mais SWOT, c'est une marche technologique, si vous voulez, qui est le démonstrateur on l'espère, et on a un bon espoir de ce que seront les futurs satellites d'observation des océans dans les années à venir. Merci beaucoup Thierry. Vous avez déjà fait la transition avec Mathias Reynal, qui est un spécialiste des satellites dédiés à l'altimétrie, qui a rejoint le CNES il y a 2 ans et demi et qui justement reçoit les premières données de SWOT. Donc on l'a dit, SWOT c'est décembre dernier, on est vraiment dans l'actualité et on commence déjà à voir des choses. Mathias. Donc pour illustrer les propos de Thierry, moi je vais vous présenter quelques-uns des tout premiers résultats obtenus avec le satellite SWOT. Mais avant cela, et je pense que ce n'est pas forcément inutile,
je voudrais vous rappeler très brièvement et de façon très schématique un petit peu le principe de la mesure de hauteur de surface par l'altimétrie satellitaire. Donc le principe est relativement simple. Il consiste à mesurer la distance entre le satellite et la surface de la Terre. Et pour cela, on utilise un radar et on va chronométrer le temps de parcours aller-retour de l'onde émise par ce radar pour mesurer cette distance. Une fois cette distance mesurée, pour pouvoir estimer la hauteur de la topographie des océans, on soustrait la distance estimée par le radar à l'altitude du satellite, qui est connue par ailleurs de façon très précise avec un système d'instrumentation à bord, et on accède ainsi à la mesure de topographie des océans. Donc, pour vous le montrer de manière un petit peu plus concrète, on a ici l'animation de l'échantillonnage spatial et temporel réalisé par un satellite, puis 2 satellites, puis 6 satellites. Donc ici, dans une région à la frontière entre l'océan Atlantique et l'océan Indien, là au large de l'Afrique du Sud, et qui est une région connue pour la présence de courants très intenses qu'on appelle le courant des aiguilles. Donc, comme l'a dit Pierre-Yves, là, dans le cadre du programme Copernicus, on utilise les mesures de ces différents satellites, on les combine ensemble pour pouvoir fournir des cartes journalières et globales de hauteur de mer. Et ce sont ces cartes-là qui sont directement utilisées pour calculer les indicateurs de la montée des océans, qui sont utilisés, comme l'a dit Pierre-Yves, pour être assimilés dans les modèles de circulation océanique, qui eux-mêmes alimentent la météo marine et les études scientifiques et climatologiques. Donc, tout ceci repose sur le principe de l'altimétrie conventionnelle telle qu'elle existe depuis les années fin 80, début 90, comme l'a expliqué Thierry. Et maintenant, je vais vous montrer en quoi SWOT apporte une rupture technologique et une nouvelle vision des structures océaniques. Donc ici, une première image acquise dans une partie du Gulf Stream au large de la Caroline du Nord, où l'on peut voir sur l'image de droite la mesure réalisée par le satellite SWOT, donc avec au milieu, représentée par des points, la mesure telle qu'elle est réalisée par les altimètres radar classiques. Donc on a un point grosso modo tous les 7 km, et sur de part et d'autre de ces mesures au nadir, sous le satellite, les images mesurées par l'instrument CARIN, qui est donc l'instrument novateur embarqué sur le satellite SWOT. À gauche, à titre de comparaison, l'équivalent dérivé des cartes du programme Copernicus dont on vous a parlé juste précédemment. Donc, à partir de cette première image, il y a 3 informations importantes qui permettent de mettre un peu en lumière la rupture technologique apportée par l'instrument CARIN, le radar interféromètre sur SWOT. C'est tout d'abord la vision 2D comparée à la vision 1D, ou même plutôt, comme disait Thierry, 3D par rapport au 2D, puisqu'on a une information de topographie associée. Deuxième point, donc cette vision 2D nous permet de beaucoup mieux détourer les structures océaniques et beaucoup mieux les représenter. Deuxième point, c'est l'échantillonnage spatial, là où avec l'altimétrie nadir, on a grosso modo l'équivalent d'une mesure tous les 7 km le long du déplacement du satellite. Avec CARIN, on a des images avec des pixels de 2 km par 2 km seulement. Et le troisième point, c'est la précision des mesures individuelles, là où avec l'altimétrie conventionnelle, on a une précision de l'ordre de 1,5-2 cm. Avec CARIN, on atteint pour chaque pixel une précision inférieure au centimètre en moyenne. Donc ce sont ces 3 aspects combinés ensemble qui permettent au satellite SWOT de gagner un facteur 10 en observation des processus océaniques. Et pour mieux comprendre cette image, qu'est-ce que ça nous enseigne, ces anomalies? C'est des informations sur des courants locaux, sur des anomalies de température Exactement, ouais. Donc là, c'est de la topographie, donc c'est des variations de topographie de plusieurs dizaines de centimètres, là, dans cette région très, très dynamique. Ça nous renseigne sur la présence des courants marins. Donc ce sont les informations de hauteur qui sont directement assimilées par le modèle Mercator, par exemple, pour dériver les courants marins. Et ça nous renseigne aussi sur la température des couches d'eau profonde qui sont plus ou moins denses et du coup qui génèrent des élévations plus ou moins importantes en surface. Voilà, donc SWOT permet de gagner un facteur 10 en observation de ces structures océaniques, et c'est là que se trouvait, je parle bien au passé, du coup le chaînon manquant des observations altimétriques
pour pouvoir compléter, améliorer les modèles de circulation. Une autre illustration, cette fois-ci une animation au large du Brésil qui représente le déplacement d'un train d'ondes internes. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail sur les explications de la génération et de la propagation de ce phénomène océanique qui est assez complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des ondes qu'il est important de mesurer et caractériser, car elles interagissent avec les courants, avec les champs de vagues, et participent ainsi aux échanges de chaleur océan-atmosphère, au mélange entre les différentes couches de l'océan. Et le deuxième point important, c'est que je crois ne pas me tromper si je dis qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est capable de les mesurer avec un tel niveau de précision, avec une représentation spatiale de ces ondes, mais aussi une information de topographie. On peut voir ici sur cette image, par exemple, que ce sont des ondes d'une dizaine de centimètres environ. Donc là, encore une fois, on pense que SWOT va énormément contribuer à la compréhension de ce phénomène-là, qui a un rôle important et a significativement amélioré les modèles existants. Mince, j'en ai passé une en trop. Ouais, donc Thierry, on a un petit peu parlé... pardon. Je ne sais pas si j'arrive à revenir en arrière. Voilà, donc Thierry en a un petit peu parlé du milieu côtier et des forts enjeux sociétaux, économiques et écologiques aussi. On sait aujourd'hui que l'altimétrie nadir conventionnelle a des difficultés à fournir des observables de bonne qualité et avec une régularité importante dans ces régions qui sont très complexes. On est convaincu, avec ces premiers exemples, avec ce qu'on a pu voir des premières données SWOT, que le gap, le manque sera comblé, puisqu'on arrive à avoir des mesures de hauteur de mer très précises, jusqu'à quelques centaines de mètres uniquement de la côte. Et donc après, derrière les applications, ce sera évidemment des améliorations des modèles de marée, amélioration de la mesure de l'estimation de la bathymétrie dans ces zones complexes, et une meilleure compréhension des processus océaniques très complexes dans ces régions. Un dernier exemple, avant de conclure, sur les océans polaires, dont on a brièvement parlé aussi aujourd'hui. Donc, l'observation des océans polaires est un challenge, hein, c'est très compliqué à partir des mesures satellites, et ces observations sont particulièrement importantes parce qu'on manque cruellement de mesures terrain dans ces régions qui sont assez difficilement accessibles et relativement hostiles. Ce sont des régions aussi qui sont très impactées par le changement climatique et donc qui représentent un excellent indicateur de comment et à quelle vitesse le climat évolue. Et pour finir, ce sont des régions aussi très importantes car elles contribuent de manière assez significative au processus océanique à des latitudes plus basses dans l'océan. Donc pour conclure sur cette image que je ne commenterai pas forcément, il y a 3 points importants à retenir. C'est que SWOT présente déjà de premiers résultats qui sont complètement exceptionnels et qui vont révolutionner un petit peu notre façon de voir l'océan. Par contre, ça ne remet absolument pas en cause, et comme l'a déjà dit Thierry, ça ne remet pas du tout en cause l'existence de l'altimétrie conventionnelle telle qu'elle existe depuis plus de 30 ans. Ça vient la compléter. Ça vient aussi compléter et s'appuyer sur l'utilisation des mesures in situ, donc, qui ont toute leur importance. Il faut aussi savoir que SWOT est un démonstrateur qui va nous permettre de mieux comprendre l'altimétrie nadir et conventionnelle telle qu'elle existe depuis toujours, qui va nous permettre d'influencer le design des futures missions satellitaires et qui va significativement améliorer les modèles physiques existants. Voilà. Merci beaucoup, Mathias. Alors, on a vu sur votre animation, le satellite, il fait tout le tour de la Terre plusieurs fois, mais il doit parcourir l'ensemble du globe. Donc ça lui prend quand même pas mal de temps. On a des mesures tous les combien de temps à chaque point du globe? Donc, grosso modo, le satellite se déplace à une vitesse au sol de 7 km par seconde. Donc on échantillonne l'océan de l'océan Arctique à l'océan polaire en environ 50 minutes. Et donc soit sur ce passage, sur cette demi-orbite réalisée par le satellite, fait des mesures, comme l'a dit Thierry, de 60 km de large de part et d'autre de la mesure nadir. D'accord. Et on a une donnée sur un point donné tous les combien de temps? Alors ça dépend de la répétitivité du satellite.
Dans le cas du satellite SWOT, on a fait une manipulation un petit peu particulière qui a consisté à revisiter systématiquement les mêmes régions tous les jours, donc ce qu'on appelle une répétitivité à un jour, qui nous a permis d'observer un petit peu l'évolution temporelle des phénomènes et des évolutions de topographie qu'on a pu observer dans les données. Quelle région en particulier? Sur quoi vous êtes focalisé en premier? Alors, ça représentait 28 demi-orbites, donc 28 passages à des longitudes différentes sur le globe. Donc il y a eu pas mal de régions échantillonnées. Là, toutes les illustrations que je vous ai montrées font partie de ces régions qui ont été échantillonnées pendant l'orbite un jour. Et la dernière image que je vous ai montrée, elle est issue, elle a été réalisée, après un changement d'orbite. On est passé sur un cycle répétitif à 21 jours qui nous permet d'avoir un échantillonnage spatial, une couverture de l'océan beaucoup plus vaste, mais avec une revisite une revisite temporelle légèrement dégradée. D'accord. Donc vous, maintenant, pour la prévision, c'est des données que vous allez pouvoir intégrer aussi, Pierre-Yves Le Tramont? Parce que l'idée, c'est d'avoir après quelque chose d'utile pour la population. Tout à fait. Alors, faut bien voir deux aspects. Le SWOT, c'est une mission donc, de démonstration scientifique et d'innovation avec des ruptures fortes, comme l'ont signalé Thierry et Mathias. Nous, à Mercator, on a déjà analysé en fait, comment ces données-là vont améliorer nos prévisions. On a déjà, sur des données simulées hautes, et on travaille déjà à l'utilisation de ces données-là. Donc, elles vont améliorer effectivement de façon très significative la prévision. Alors, il faut voir justement ce qu'on disait sur les aspects répétitivité. Donc, le SWOT va donner une couverture globale de la planète, enfin de l'océan, mais tous les 21 jours seulement. Donc, en fait, en pratique, par rapport à toutes les petites échelles qu'on voit, là, il faudrait observer beaucoup plus. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi des discussions dans un cadre Copernicus pour pérenniser ce genre de mesures-là, mais avec peut-être plus de couverture. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on sait que SWOT, tel qu'il est là aujourd'hui, et les premiers tests qu'on a fait à Mercator Océan sur les premières données montrent déjà un impact positif sur les prévisions, et on s'attend à des impacts beaucoup plus importants. Tout en gardant à l'esprit, c'est une mission donc, de recherche, de démonstration, et que derrière, après, il faudra s'assurer effectivement de poursuivre ces observations sur la durée. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vous interromps pour ne pas prendre trop de retard. Ce que je vous propose, c'est d'appeler tout de suite Didier Swinguedo au pupitre. Et ensuite, il nous rejoindra et on fera un temps d'échange tous ensemble. Alors, on l'a vu sur une des dernières images, une des choses qu'on peut voir grâce à l'imagerie satellitaire, c'est le Gulf Stream. Alors, le Gulf Stream, vous allez nous rappeler ce que c'est, pourquoi c'est important pour nous et est-ce qu'il est en danger. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la dynamique de l'océan et du climat au laboratoire paléo-environnement océanique et continentaux. Et vous êtes un des auteurs principaux des rapports du GIEC. Didier Swinguedo, je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Voilà, donc c'est vrai que c'est la question du Gulf Stream, de son arrêt potentiel dans les années à venir, est quelque chose dont vous avez dû entendre un peu parler. Ça revient souvent à la une des médias. Donc c'est vrai que c'est une thématique sur laquelle on a l'impression des fois qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a des affirmations contradictoires qu'on peut voir dans les médias. Donc je vais un petit peu essayer de clarifier ce qu'il en est. Et je vais commencer en effet par définir un petit peu ce qu'est le Gulf Stream. Alors le Gulf Stream, par définition, c'est ce courant qu'on va trouver au large de la Floride. Et donc qui est un courant très très rapide pour l'océan, hein, presque des dizaines de centimètres par seconde. Donc c'est vraiment très très rapide pour un courant océanique. Et très très puissant, enfin très large, avec un large débit. Pour vous donner un ordre de grandeur, il est plusieurs centaines de fois, un débit plusieurs centaines de fois plus fort que l'Amazone. Donc comparé par exemple à la Seine, on est à plusieurs centaines de milliers de fois le débit de la Seine. Donc c'est énormément d'eau qui part donc entre la Floride et Cuba et qui va partir vers nos contrées, qui va traverser l'océan. Et là, déjà, il va changer de nom. Il va s'appeler la dérive nord-atlantique. Puis ensuite, il va arriver jusqu'aux hautes latitudes de l'Atlantique Nord et notamment autour du Groenland. Et donc, en fait, ce qui est important à comprendre par rapport à ce Gulf Stream, que les océanographes appellent plutôt justement
la circulation océanique de retournement pour aller au-delà du Gulf Stream, puisque le Gulf Stream, formellement, ne concerne que ce courant qu'on trouve au large de la Floride. Donc cette circulation océanique de retournement, donc qui concerne vraiment toute la grande échelle de l'océan Atlantique, eh bien, transporte énormément de chaleur. Il faut imaginer qu'à 26 degrés nord, elle transporte environ un million de fois l'énergie produite par une centrale nucléaire. Donc voilà, énormément d'énergie, on est évidemment à grande échelle, et donc on comprend bien que tout ce transport d'énergie, ça peut affecter assez fortement le climat. Donc pour se donner un peu une idée plus claire, il y a cette petite animation. Non, elle ne veut pas marcher. Bon, mais c'est pas grave, on va faire sans. Je ne sais pas si en régie, ils peuvent appuyer sur le bouton de l'animation qui permettait... Ah, voilà, formidable. Donc c'est une vision un peu schématique, ça ne se passe pas exactement comme ça dans l'océan. Mais donc vous voyez ce Gulf Stream, voilà, cette dérive nord-atlantique. Et voilà, et le point clé, c'est un petit peu les hautes latitudes. Là, vous avez vu la France. Et là, on arrive vers tout ce qu'on appelle la gire subpolaire en bas à gauche. Les mers nordiques, vous voyez le Groenland, donc cette énorme masse de glace. Et voilà, les courants de surface arrivent et vont plonger en profondeur via un phénomène qu'on appelle la convection océanique. Et cette convection a lieu parce que finalement, ces eaux chaudes et salées qui arrivent des tropiques, donc salées parce qu'il y a eu beaucoup d'évaporation, vont se refroidir en hiver et en se refroidissant, vont devenir plus lourdes que les eaux de fond. Et donc, elles vont remplacer ces eaux de fond. Les eaux de fond vont remonter. Ça va apporter des nutriments qui vont contribuer au bloom de plancton, etc. Et aussi, on va avoir, par ce phénomène de convection, une séquestration du carbone qui est capté par les océans. Pierre-Yves en parlait, 25% du carbone est capté par l'ensemble des océans. Donc là, évidemment, ce n'est pas tout le carbone, mais là, on a un piège profond pour le carbone. Voilà, donc ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que voilà, ça relie vraiment tous les océans. Vous voyez ici le courant des aiguilles. Donc ça, ce sont des visions schématiques, mais c'est une circulation absolument fascinante qui va relier tous les océans du monde et va avoir un impact majeur sur le climat global en fait, de la planète, puisqu'on va avoir ces transports massifs de chaleur associés. Et par exemple, ce courant explique pourquoi l'hémisphère nord, enfin, c'est une partie de l'explication du pourquoi l'hémisphère nord est un peu plus chaud que l'hémisphère sud, en plus, bien sûr, de la position des continents. Voilà, donc ce courant est absolument majeur et on peut se demander s'il va être amené à changer dans un climat futur, notamment parce que les calottes de glace, la calotte polaire groenlandaise qu'on a vue là, on s'attend à ce qu'elle fonde. Et elle fond déjà. Et les imageries satellitaires à ce niveau-là sont extrêmement utiles parce que l'altimétrie, ça permet aussi de voir ce qui se passe au niveau de la calotte groenlandaise. Donc la calotte groenlandaise, faut imaginer, c'est une montagne de glace. C'est 3-4 km d'épaisseur de glace, un réservoir majeur d'eau douce, et qui représenterait 7 mètres de niveau marin si elle venait à fondre complètement. Elle est en train de fondre. Alors, c'est relativement long pour arriver à 7 mètres de niveau marin. On s'attend quand même à plusieurs centaines d'années, donc ce qui est une bonne nouvelle. Mais malgré tout, il y a un risque qu'elle fonde complètement. Et surtout, en fondant, elle apporte pas mal d'eau douce qui vont aller justement dans l'océan et vont réduire la salinité. Qui dit une réduction de salinité dit une réduction aussi du poids de l'eau, de la densité. Et donc là, on pourrait gripper le phénomène de convection dont je vous ai parlé. Alors, il y a la fonte de la calotte, il y a aussi l'augmentation des précipitations. Dans un climat plus chaud, le cycle hydrologique est accéléré. Et aux hautes latitudes, on s'attend à plus de pluie. Et donc plus de pluie, c'est aussi une source d'eau douce, des rivières plus fortes, notamment celles qui se jettent en Arctique. Donc voilà, on s'attend à de nombreux facteurs qui risquent de gripper cette circulation océanique. Et les modèles, qui sont finalement notre meilleur moyen de compréhension de cette circulation. Donc là, ici, justement, vous avez une image qui nous vient de Mercator, qui vous montre un petit peu une représentation de modèles
Donc les petits carrés, ce sont des petites mailles où on va calculer les courants marins, la température, la salinité. Donc ce sont des modèles qui sont développés depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et ils représentent très bien le Gulf Stream qu'on voit ici au large de la Floride. C'est là où les différences de couleurs qui représentent le chaud et le froid sont très très fortes. Et ça, c'est une signature du Gulf Stream. Et ensuite, on voit la dérive nord-atlantique. Et on se rend bien compte, bien qu'au niveau des côtes de l'Écosse ou des côtes du Canada, on n'a pas du tout la même température. Et ça, c'est un effet, bien sûr, de cette circulation océanique. Donc, en effet, ce transport de chaleur, il a un effet climatique très important aussi. On a un climat beaucoup plus doux sur la façade atlantique que sur la façade pacifique, par exemple au niveau de Vancouver, grâce finalement à cette circulation océanique de retournement qui permet de relier justement les tropiques avec les hautes latitudes. Cher Didier, je vais jouer mon rôle de maître du temps. Il nous reste 1 minute 30 pour terminer. Je vais conclure. Et donc, il y a aussi un autre effet très important, c'est la position de la précipitation. Des précipitations au niveau des zones de mousson, notamment la mousson africaine, est très influencée par l'intensité de cette circulation océanique. Et donc, les moussons sont très, très importantes, bien sûr, pour l'agriculture au niveau de l'Afrique. Alors, je vais quand même vous apporter des éléments de réponse concernant le devenir de cette circulation. Alors, que nous dit le GIEC ? Le GIEC nous dit que cette circulation va ralentir. Certaines observations, alors on l'observe directement que depuis 2004, certaines observations nous disent qu'il est peut-être en train de diminuer, mais c'est assez court, 2004 jusqu'à aujourd'hui. C'est un petit peu court pour vraiment pouvoir conclure, mais on est quasi sûr que dans un avenir proche, ça va diminuer. Par contre, ce dont on n'est pas sûr, c'est de combien. Et c'est évidemment un facteur clé. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de modèles développés de par le monde. Il y en a 2 en France, notamment, des modèles de climat donc, qui mêlent océan et atmosphère. Et ces modèles ne sont pas d'accord entre eux. Pourtant, ils ont toute la physique qu'on connaît bien, mais c'est un système complexe, avec beaucoup d'influences diverses, qui font que dans certains modèles, on voit une diminution de seulement 10% à l'horizon 2100. Et dans d'autres modèles, c'est 70%. Et bien sûr, l'impact climatique associé est majeur. Et donc, ces changements de circulation océanique, c'est un des effets majeurs concernant l'incertitude, le fait qu'on ne sait pas forcément très très bien quel va être le climat de nos contrées à l'horizon 2050, à l'horizon 2100, si on s'en réfère au modèle. Voilà. Merci beaucoup, Didier Svingedou. On peut applaudir nos 4 intervenants et Mathieu Novak, donc rédacteur en chef de Sciences et Avenir, qui animait cette table ronde. On a le temps de prendre, pour respecter les horaires prévus, une seule question dans la salle. Et juste avant de prendre votre question, je vous signale que dans 5 minutes à 10h30, je vous invite à vous rendre dans la grande boîte noire que vous ne pourrez pas louper en sortant de cet auditorium pour assister à un très beau spectacle immersif qui va vous permettre, sans vous mouiller, c'est pratique, de plonger dans le clair-obscur marin. Ça s'appelle Replonger, ça dure 15 minutes, c'est tout public à partir de 4 ans et ça démarre dans 5 minutes. D'ici là, on peut vous passer un micro dans la salle, il suffit de lever la main, il n'y a aucune question bête. On pose une question et Mathieu distribuera la parole. Une question assez concise et une réponse assez concise. Désolé, on peut en prendre qu'une. Monsieur. J'ai lu que le Gulf Stream pourrait inverser son sens. Est-ce que c'est vrai et quelles seraient les conséquences ? Alors, non, c'est pas possible. Enfin, le Gulf Stream, alors ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est que le Gulf Stream, donc, c'est une partie de la circulation de retournement, mais 70% de son intensité, c'est du vent. Donc, tant que le vent soufflera, et même avec le changement climatique, on aura a priori toujours du vent, on aura un Gulf Stream qui a à peu près la même forme. Donc, ce dont vous parlez, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas confondre Gulf Stream et circulation de retournement. Ce qu'on craint qu'il puisse s'arrêter, c'est vraiment cette circulation de retournement, cette circulation grande échelle. Il y a eu des abus de langage, histoire de vulgariser cette notion, mais je pense qu'il est important maintenant de bien comprendre que ce n'est pas forcément du Gulf Stream dont on parle, mais de la circulation de retournement. Et cette circulation de retournement pourrait s'arrêter, s'inverser, non.
Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On aurait voulu faire plus long, mais il faut respecter le timing prévu. Merci beaucoup à nos 4 intervenants et Mathieu Novak. Merci à vous. Merci beaucoup Mathieu.